Salut, c'est Elodie. J'ai fixé la notification de message vocal sur mon téléphone comme si elle allait me mordre. BNP Paribas, 14h47, un mardi. J'étais assise dans mon bureau au ministère du Logement, entourée de manuels de conformité et de dossiers de subvention, quand j'ai appuyé sur lecture. Mademoiselle Leroy, ici Marc Lefebvre du service des prêts immobiliers. Votre compte de prêt se terminant par 7734 accuse maintenant 90 jours de retard. Nous devons discuter de vos options pour éviter une procédure de saisie immobilière. Merci de me rappeler dès que possible. Mes mains sont devenues glacées. Je possède ma maison à 100%. J'avais acheté ce modeste pavillon de 3 chambres à Saint-Germain-en-Laye pour 180 000 € en 2019. J'avais payé comptant avec l'argent que j'avais économisé en travaillant sur des contrats publics depuis mes 22 ans. Pas d'hypothèque, pas de dette. C'était tout l'intérêt de la chose. J'ai rappelé avant même que le message ne se termine une deuxième fois. Marc Lefebvre à l'appareil. Ici Elodie Leroy. Vous m'avez laissé un message concernant un prêt immobilier, mais il y a une erreur. Je n'ai pas de prêt sur cette propriété. Elle m'appartient entièrement, sans aucune charge. J'ai entendu un tapotement de clavier, puis un silence. Encore du tapotement. Mademoiselle Leroy, je regarde votre compte en ce moment même. Il indique un refinancement avec retrait de liquidité qui a débuté le 14 mars de cette année. Montant principal, 200 000 €. Le premier paiement était dû le 1er avril. Aucun versement n'a été effectué. C'est impossible. Je n'ai jamais rien refinancé du tout. Le dossier indique que la demande a été déposée en personne à notre agence de Versailles. J'ai une signature ici et il semble qu'il y ait 2 co-demandeurs inscrits comme ayant une procuration. Mon estomac s'est noué. Qui? Jean-Pierre et Chantal Leroy. Est-ce que ce sont des membres de votre famille? Je n'ai pas répondu. J'attrapais déjà mes clés. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents au PEC a duré 17 minutes. J'ai passé chacune d'entre elles à repenser au dernier dîner de famille il y a 3 semaines, quand ma mère m'avait demandé nonchalamment, autour d'un gigot d'agneau, si j'avais toujours ce papier spécial de quand j'avais acheté ma maison. Elle parlait de l'acte de propriété. Je lui avais dit qu'il était dans mon coffre-fort à la banque. Elle avait souri. Tellement organisée, ma chérie, comme toujours. J'aurais dû savoir à ce moment-là. Ce sourire avait la même qualité que lorsqu'elle disait à mes professeurs que j'étais trop sensible après qu'ils l'aient appelée parce que mon frère Damien me lançait des pierres pendant la récréation. Ce sourire qui faisait que tout devenait mon problème à résoudre. Je me suis engagée dans leur allée et je suis restée assise là une minute entière à regarder. Une piscine. Le genre avec un bord à débordement et des lumières LED qui a probablement coûté 60 000 €. La vieille Renault Clio de 1998 de mon père avait disparu, remplacée par un SUV Audi argenté avec des plaques temporaires. À côté, un cabriolet BMW rouge avec un œuf sur le capot. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée. Elle était ouverte. Je pouvais entendre des voix dans le jardin. Elodie, ma mère est apparue dans le couloir, s'essuyant les mains sur un torchon. Quelle surprise! Tu restes pour le dîner? Je prépare. Où as-tu trouvé 200 000 €? Elle a scié. Quoi? Laper les voitures? D'où vient l'argent? Mon père a émergé de la cuisine, une bière à la main. Il portait un polo que je n'avais jamais vu auparavant, le genre avec un petit logo de cavalier. Ma grande, tu es là. Viens voir la piscine. L'entrepreneur vient de finir l'éclairage. Réponds à la question. Il a échangé un regard avec ma mère. Puis il a souri. Ce même sourire. Nous avons utilisé ta maison, c'est la famille. Ce qui est à toi est à nous, non? Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. C'est juste un juste retour des choses. J'ai senti quelque chose se briser à l'intérieur de ma poitrine. Pas de la surprise. C'était ça le pire. Je n'étais pas surprise. Vous avez imité ma signature. Nous n'avons rien imité du tout, a dit ma mère rapidement.
Tu nous as donné une procuration quand tu as eu cette opération en 2021. Tu te souviens? Pour les décisions médicales. C'était une procuration limitée uniquement aux soins de santé. Mon père a haussé les épaules. La banque n'a pas posé de questions. Nous avons rapporté ton acte de naissance, quelques vieilles déclarations d'impôts. Ils ont été très serviables. Vous avez commis une fraude. Ne sois pas dramatique, a dit ma mère. Nous sommes tes parents. Tu peux te le permettre. Tu gagnes bien ta vie avec ce poste au ministère, et tu ne dépenses jamais rien pour toi. Tu vis comme une nonne. Nous avons juste emprunté ce que tu n'utilisais pas. J'ai regardé mon père. Tu as contracté un prêt de 200 000 € sur ma maison, et tu n'as pas fait un seul versement. La banque menace de saisir la maison. Il a agité la main avec dédain. Alors, fais les paiements. Tu es doué avec l'argent. Tu trouveras une solution. Je ne vais pas payer pour votre piscine. Le visage de ma mère a changé. J'avais déjà vu cette expression, généralement juste avant qu'elle ne me dise que j'étais égoïste, ingrate, difficile. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons logé pendant 18 ans. Nous avons payé ta grande fête pour tes 18 ans, et c'est comme ça que tu nous remercies? Vous avez pris un prêt en mon nom sans ma permission. C'est de l'escroquerie. C'est une usurpation d'identité. Tu vas appeler la police contre tes propres parents? La voix de mon père est devenue dure. Pour de l'argent? Tu as toujours été froide, Élodie. Ton frère disait vrai. Où est Damien? Ils se sont tous les deux tus. Où est Damien? Ma mère a détourné le regard. Il avait besoin d'une voiture. Son permis a encore été suspendu, mais il a trouvé un travail à Lyon, et il ne peut pas y aller sans la BMW. C'est un cadeau, a-t-elle dit. Pour ses 30 ans, acheté avec de l'argent qu'on m'a volé. Nous n'avons rien volé. Mon père a claqué sa bière sur le comptoir. Tu nous es redevable. Nous avons tout sacrifié pour toi et ton frère. Ta mère s'est tuée à la tâche. J'ai fait des doubles services pendant des années. Et toi? Tu es parti faire ton petit boulot de fonctionnaire, tu as acheté ta petite maison, et tu as oublié ta famille. Eh bien, la famille n'oublie pas. La famille partage. J'ai appelé la ligne d'urgence contre la fraude depuis ma voiture. Puis j'ai appelé ma banque. Puis j'ai appelé une avocate. L'avocate s'appelait Maître Laurence Morel. Elle avait 53 ans, des mèches argentées dans les cheveux, et n'a pas souri une seule fois pendant notre consultation. Ils ont utilisé une procuration médicale pour obtenir un refinancement sur votre résidence principale, a-t-elle dit en examinant les documents que j'avais apportés. C'est une escroquerie bancaire, une usurpation d'identité, et potentiellement un abus de confiance aggravé. Qu'est-ce que je fais? Vous déposez plainte à la gendarmerie. Vous signalez l'usurpation d'identité. Vous contestez le prêt auprès de la banque. Et vous me laissez gérer le signalement criminel auprès du procureur de la République. Ce sont mes parents. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ils vous ont volé 200 000 € et ont mis votre maison en péril. Ce sont des criminels. J'ai déposé plainte ce soir-là. La capitaine de police s'appelait Karen Vasseur. Elle était spécialiste de la délinquance financière et elle avait déjà vu ça. La fraude envers les personnes âgées est courante, a-t-elle dit. Mais ceci, des parents escroquant leurs enfants adultes, on en voit de plus en plus, surtout dans les familles où il y a une dynamique d'enfant roi. Un enfant qui ne fait jamais rien de mal, et l'autre qui est le distributeur automatique de la famille. Vous avez mentionné un frère. Damien, il a 30 ans. Il a fait plusieurs séjours en cure de désintoxication. Il n'arrive pas à garder un emploi. Elle a acquiescé en écrivant. Et ils lui ont acheté une BMW avec votre argent. Oui, ce sera utile pour l'accusation. Cela montre un schéma d'abus financier et de traitement préférentiel. Avez-vous des traces d'autres fois où ils vous ont pris de l'argent? J'en avais. Je tenais un dossier depuis mes 26 ans, l'année où j'ai réalisé que ma famille n'était pas normale.
L'année où ma psychologue m'a demandé de commencer à documenter. Je suis rentrée chez moi et j'ai ouvert le dossier. Coût financier, 8 500 € de prêt à Damien pour sa cure, jamais remboursé. 2019, 12 000 € de prêt aux parents pour réparer le toit. Je les ai vus plus tard partir en vacances à Marrakech. 2020, 3 200 € de frais d'avocat pour le deuxième retrait de permis de Damien. 2021, 15 000 € pour une urgence familiale qui s'est avérée être un acompte pour un appartement en temps partagé. 2022, 6 800 € pour le loyer de Damien pendant 4 mois. 2023, 4 500 € de facture médicale pour ma mère, elle a admis plus tard que c'était pour de la chirurgie dentaire esthétique. 50 000 € au total sur 10 ans, sans compter les cadeaux d'anniversaire, les courses que j'achetais, les factures d'électricité que je payais quand ils oubliaient. Coûts émotionnels, j'ai manqué ma remise de diplôme parce que Damien s'était fait arrêter le même jour. Mes parents sont allés payer sa caution. Ils m'ont dit de comprendre les priorités. J'ai manqué mon dîner de promotion au travail parce que ma mère m'a appelé en pleurant parce que Damien avait accidenté sa voiture. J'ai passé mon 30e anniversaire seul parce que la fête de famille a été reportée pour la nouvelle petite amie de Damien. Chaque réussite était balayée d'un revers de main. C'est bien, ma chérie. Mais as-tu entendu que Damien a trouvé un job? Chaque limite était accueillie par la culpabilité. Tu brises le cœur de ta mère. Coup d'opportunité, j'ai refusé un poste au Luxembourg. Meilleur salaire, meilleur poste, parce qu'on ne peut pas abandonner sa famille. Je n'ai jamais voyagé à l'étranger parce que, et si on avait besoin de moi? J'ai fréquenté quelqu'un pendant 3 ans. Nous avons rompu quand il a dit qu'il ne pouvait pas se marier avec une telle dynamique familiale. J'ai regardé la liste. 10 ans, 50 000 € en espèces, des heures innombrables, des quantités infinies de culpabilité, de manipulation et de cruauté normalisée. Ma psychologue avait un nom pour ça, l'abus financier au sein d'un système familial narcissique. J'étais le bouc émissaire. Damien était l'enfant roi. Mes parents étaient les facilitateurs qui exigeaient que je paie pour le privilège d'être maltraité. Le procureur s'appelait David Legrand. Il traitait l'affaire avec sérieux. L'escroquerie bancaire est un délit grave, m'a-t-il dit dans son bureau. Vos parents ont obtenu 200 000 € sous de faux prétextes en utilisant une autorité falsifiée. La banque a perdu de l'argent. Vous êtes la victime, c'est exactement le genre d'affaire que nous poursuivons. Iront-ils en prison? Cela dépendra. S'ils coopèrent, restituent les fonds et plaident coupables, nous pourrions recommander du sursis et une obligation de remboursement. S'il conteste, il a haussé les épaules. Alors oui, les peines pour ce niveau de fraude commencent à plusieurs années de prison ferme. Ils ne peuvent pas rendre l'argent. Ils l'ont dépensé. Il a pris une note. Alors ils devront liquider leurs biens. Les voitures, la piscine, tout ce qui a été acheté avec le prêt frauduleux. Qu'est-ce que je dois faire? Rien. Vous êtes la victime. Laissez-nous gérer les poursuites. La police judiciaire va vous interroger, rassembler des preuves et monter le dossier. Votre travail est de coopérer et de laisser le système fonctionner. L'interrogatoire avec la police a eu lieu 2 semaines plus tard. Une enquêtrice s'est assise en face de moi dans une salle de conférence et a posé des questions pendant 3 heures sur mes parents, mon frère, l'historique financier, les documents de prêt falsifiés. Ont-ils déjà exprimé des remords? A-t-elle demandé. Non, ils ont dit que je leur devais ça. Que j'étais égoïste. Comprennent-ils qu'ils ont commis un crime? Je ne pense pas que ça les intéresse. Elle a fermé son carnet. Mademoiselle Leroy, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez été victime d'une usurpation d'identité par des membres de votre famille qui ont exploité votre confiance. Ce qui arrive ensuite n'est pas de votre faute. C'est de la leur. J'ai pleuré sur le parking pendant 20 minutes. Les arrestations ont eu lieu un jeudi matin. Les agents ont exécuté des mandats de perquisition au domicile de mes parents et ont saisi les voitures, les dossiers financiers et la documentation de la construction de la piscine.
Mes parents ont été présentés à un juge l'après-midi même. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. Ma mère pleurait. Mon père était furieux. Damien hurlait que j'avais détruit la famille. Je n'ai pas répondu. Mon oncle a appelé. Ma tante a appelé. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont appelé. Tout le monde avait le même message. Comment pouvais-je faire ça à mes parents pour de l'argent? Est-ce que je ne savais pas que la famille était plus importante? Est-ce que je ne pouvais pas simplement pardonner et oublier? J'ai bloqué 23 numéros de téléphone cette semaine-là. L'audience préliminaire a eu lieu au tribunal. J'étais assise dans le public et j'ai regardé mes parents plaider non coupables. Leur avocat a soutenu qu'ils avaient fait une erreur innocente, qu'ils croyaient que la procuration leur donnait l'autorité de refinancer. Le procureur a présenté les preuves, la portée limitée de la procuration originale, les relevés bancaires montrant que mes parents avaient spécifiquement fait des recherches sur le refinancement avec retrait de liquidités avant de se rendre à l'agence. Les factures de l'entrepreneur pour la piscine datées de 2 jours après le déblocage des fonds. Le juge a maintenu les poursuites. Les prévenus ont démontré une volonté de commettre une fraude financière sophistiquée contre leur propre fille. Ma mère a éclaté en sanglots. Mon père m'a fixé depuis l'autre côté de la salle d'audience avec une haine pure. Je n'ai rien ressenti. Le procès a duré 4 jours. Les preuves étaient accablantes. Les employés de la banque ont témoigné sur la demande de prêt de mes parents. L'entrepreneur a témoigné pour la piscine. Des analystes financiers ont présenté les relevés montrant comment l'argent avait été dépensé. J'ai témoigné sur la procuration, sur l'historique des abus financiers, sur la découverte de l'avis de saisie. Le jury a délibéré pendant 90 minutes, coupable sur tous les chefs d'accusation. La sentence est tombée 6 semaines plus tard. Mon père a été condamné à 42 mois de prison, dont une partie ferme. Ma mère a reçu 36 mois. Tous deux ont été condamnés à payer la restitution intégrale de 200 000 € plus les intérêts et les pénalités, totalisant 247 000 €. La BMW a été saisie et vendue aux enchères. L'Audi aussi. La piscine a été comblée et la maison de mes parents a été saisie parce qu'ils avaient aussi contracté un prêt hypothécaire pour couvrir les dettes de jeu de Damien, quelque chose qui a été découvert pendant l'enquête. Damien m'a envoyé un email le lendemain de la sentence. Objet, j'espère que tu es contente. Je l'ai supprimé sans le lire. 3 mois après le procès, j'étais assise dans mon jardin. Ma maison était toujours à moi, de nouveau libre de tout prêt après que la banque a annulé l'emprunt frauduleux, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Élodie. Je n'ai pas reconnu la voix au début. C'est tante Mercedes, la sœur de ma mère, celle qui n'avait pas appelé pour me hurler dessus pendant le procès. Je voulais que tu saches, a-t-elle dit doucement, que je te crois. J'ai vu comment ils t'ont traité pendant des années. Je les ai vus acheter cette voiture à Damien quand tu conduisais une vieille Clio. Je les ai vus prendre ton argent et te traiter d'égoïste quand tu hésitais. Je suis désolée de n'avoir jamais rien dit auparavant. Je me suis assise sur les marches de mon perron. Ta mère m'a appelé de prison la semaine dernière, a-t-elle continué. Elle voulait que je te demande de venir les voir, de leur pardonner. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que ce qu'ils avaient fait était impardonnable et que tu ne leur devais rien. Elle m'a raccroché au nez. Merci, ai-je chuchoté. Tu as fait ce qu'il fallait, ma chérie. Ne laisse personne te dire le contraire. 6 mois après la sentence, j'ai reçu une lettre de ma mère. Elle a été transmise depuis la prison par mon avocate selon mes instructions. Élodie, j'ai eu le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Ton père et moi avons fait des erreurs. Nous aurions dû demander la permission. Mais tu dois comprendre, nous étions désespérés. Damien avait besoin d'aide et nous ne savions pas quoi faire d'autre. Peut-être que quand je sortirai, nous pourrons parler. Je suis toujours ta mère. Ça doit bien vouloir dire quelque chose. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai classé dans un dossier étiqueté « Documentation » et je l'ai mise dans mon coffre-fort. Cela ne signifiait pas ce qu'elle pensait.
Je travaille toujours au ministère. Je traite toujours des subventions de conformité et j'examine des demandes de financement. Le mois dernier, j'ai approuvé une subvention de 4,2 millions d'euros pour une association de logement. La semaine prochaine, je fais une présentation lors d'une conférence nationale sur la prévention de la fraude immobilière. Mes collègues pensent que je suis quelqu'un de calme, d'un peu ennuyeux, la femme qui apporte son déjeuner fait maison dans des boîtes en plastique et part exactement à 17 heures. Ils ne savent pas que j'ai passé l'année dernière à aider la police à monter des dossiers contre 3 autres familles qui ont commis des fraudes similaires. Ils ne savent pas que je conseille les procureurs sur les schémas d'abus financiers familiaux. Ils ne savent pas que j'ai écrit un manuel sur la documentation et la préservation des preuves qui est utilisé dans la formation sur les crimes financiers. Ils n'ont pas besoin de le savoir. J'ai acheté de nouveaux meubles de jardin le mois dernier. Pas cher, mais jolis, confortables. Je m'assois dehors le soir avec un livre et un verre de vin et je ne pense plus à mes parents, pour la plupart. Mon père sort dans 2 ans. Ma mère dans 18 mois. J'ai déjà informé l'administration pénitentiaire que je n'autorise aucun contact. J'ai déposé des demandes d'ordonnance de protection présignées et prêtes à être soumises le jour où l'un d'eux sera libéré. Damien m'envoie des textos parfois, généralement quand il est ivre, me disant que je suis une traîtresse, un monstre, que j'ai détruit notre famille pour de l'argent. J'ai aussi enregistré ces messages. Ma psychologue m'a demandé récemment si je me sentais coupable, si je regrettais ce qui s'était passé. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Non, ai-je dit, je me sens libre. Elle a souri. C'est bien. J'ai 32 ans maintenant. J'ai une maison qui est à moi, un travail stable, une vie qui m'appartient. Je ne rends de compte à personne. Je ne dois rien. Certains disent que le sang est plus dense que l'eau. Ces gens n'ont jamais eu à choisir entre saigner et respirer. J'ai choisi de respirer et je n'ai jamais regretté.